Hello guys, bonjour chez vous, bonsoir pour ceux qui sont ceux qui se trouvent déjà dans un fuseau horaire où il se fait déjà nuit. J'ai envie de vous dire, soyez la bienvenue sur notre page La Voix de la Voix. C'est l'une des dernières, donc ce soir nous avons une invitée de taille. Elle est déjà là, waouh, c'est extraordinaire. Attendez, je vais faire rentrer mon invité. Voilà. Donc, dans peu de temps, elle va rentrer sur notre live. Je voulais faire la surprise, mais elle est à l'heure. Oh, guys, comment vous allez? Ça va très bien, merci. C'est super. C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir sur notre jeune émission pour vous parler. Je suis vraiment ravi et enchanté de vous recevoir. Comment vous allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Mais d'abord, merci. Salutations à tous vos auditeurs, à toutes vos auditrices. Merci à vous de l'invitation, lancée très chaleureusement il y a plusieurs semaines déjà. Donc, c'est un grand plaisir pour moi là, de prendre part à votre émission. Mais écoutez, moi je suis vraiment honoré avec mon équipe. Nous sommes touchés de savoir que vous avez répondu promptement et même quand il y a eu quelques petits couacs, vous avez donné encore suite. Je voulais vraiment saluer votre équipe parce qu'ils ont été très réactifs, ils ont été très coopérants. Donc je voulais vraiment saluer votre travail et surtout votre leadership. Merci Merci beaucoup. à vous. C'est très, Heureuse c'est de... très très rare. C'est très très rare en ces temps-ci. Écoutez, je voulais vraiment gagner en temps. Je voulais vous poser des questions en tant que députée, en tant que leader femme, en tant que femme politique. Je voulais vraiment explorer et tourner les projecteurs sur vous pour savoir comment est-ce que ça se passe dans votre environnement, dans votre univers et jusqu'à par exemple l'hémicycle, comme on dit par exemple le Parlement. Comment est-ce que comment est-ce que ça se passe déjà en partant de chez vous et avant toute chose, j'ai envie de vous poser la question, qui est Madame la députée Madwa Nika Kade? Oui, J'espère que j'ai bien prononcé. tout à fait, c'est correct. Peut-être que je commencerai avec la dernière question. Qui suis-je? Évidemment, donc, depuis le 3 octobre 2022, j'ai le privilège de représenter les électeurs de Bourassa Sauvé, donc qui représentent une, on appelle ici au Québec, à Montréal, le territoire de Montréal-Nord. Depuis donc le 3 octobre, évidemment, donc mes responsabilités sont multiples au niveau local, mais également au niveau parlementaire. Donc, je suis vice-présidente de la Commission des finances publiques à l'Assemblée nationale du Québec, mais également porte-parole pour ma formation politique, le Parti libéral du Québec, en matière d'emploi, de travail, de langue française et pour la jeunesse. Donc, c'est mon rôle. Au niveau partisan, je suis aussi coprésidente du Comité pour la relance du Parti libéral du Québec. Et donc, je jongle entre ces différentes responsabilités d'élus de femmes politiques depuis les derniers mois. Mais avant ça, je suis d'abord et avant tout donc une femme, donc née ici à Montréal. Ma famille est arrivée à Montréal-Nord, donc sur le territoire de Bourassa-Sauvé, il y a plus de 40 ans maintenant. Donc mes grands-parents ont immigré d'Haïti ici à Montréal-Nord. Mon père, mon père, mes oncles, mes tantes, donc ont fait leur scolarité fin du primaire, début et ensuite donc secondaire et par la suite donc ici à Montréal-Nord. Donc c'est une circonscription avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités, mais également une longue histoire riche. Pour ma part, moi j'ai commencé à m'impliquer ici dans Bourassa-Sauvé à l'âge de 18 ans, à l'époque avec l'ancienne députée libérale, Mme Lynne Beauchamp. Je siégeais sur son exécutif comme conseillère jeune femme et c'est là que j'ai Mhm. eu la piqûre ici même dans Bourassa Sauvé. Donc, d'avoir le bonheur de pouvoir représenter cette circonscription qui a accueilli ma famille, mais également la circonscription où j'ai fait mes premiers pas en politique québécoise alors que j'étais étudiante au Cégep 14 ans avant mon élection. Euh, c'est certainement symbolique. Sinon, en termes de cours, je suis avocate, j'ai une maîtrise en politique publique et une maîtrise en administration des affaires. Waouh! J'ai envie de vous poser tellement de questions, mais je vais y arriver parce que j'ai fait quand même ma petite liste, je suis quand même organisé. J'aimerais vraiment, j'aurais vraiment savoir euh,
comment est-ce que vous tombez vous partez de la femme avocate à la femme politique? Ben, là-dessus, je dirais que c'était une transition très naturelle parce que, comme je viens de le mentionner, cette piqûre-là, je l'ai eue un peu par accident. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui était très investi dans mon milieu, notamment à l'école, présidente de classe, etc. Donc, Mm, j'ai toujours été une personne engagée. Donc, cet engagement-là m'a mené naturellement vers l'implication politique au niveau donc de l'aile jeunesse, donc au niveau des jeunes, alors que j'étais moi-même étudiante, et il s'est consolidé donc ici dans la circonscription de Bourassa-sur-Louis. Par la suite, après avoir été conseillère jeune femme dans l'exécutif de Mme Beauchamp, pendant donc son mandat est devenue vice-première ministre du Québec. J'ai été vice-présidente, puis ensuite donc représentante régionale de Montréal-Nord à la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, puis vice-présidente et présidente des Jeunes libéraux du Québec. Donc, j'avais quand même une expérience d'implication mhm. jeunesse qui était forte, qui était riche, qui était ancrée autant sur mon territoire qu'au sein de ma formation politique. Donc, moi, je suis arrivée, oui, comme jeune élue, 14 ans après mes débuts d'implication, mais justement, après 14 ans là, de hauts et de moments qui m'ont permis de forger ma connaissance et mes compétences pour être en mesure de revendiquer ce rôle et d'aller à la conquête des électeurs, donc aller leur demander de briguer ce mandat. Écoutez, moi, je suis impressionné par déjà la jeunesse, le dynamisme que vous mettez, et par rapport au sujet qui nous rejoint aujourd'hui, de femmes d'influence et femmes de pouvoir. Je voulais vraiment mettre l'emphase, comment est-ce que vous tombez dans l'étude de devenir avocate. J'aimerais vraiment ça, que vous nous contez un peu cette envie de la femme qui est devenue avocate et la femme aujourd'hui qui est devenue politique. Vous l'avez compté un petit peu, mais pour les personnes qui se connectent, pour les personnes qui regardent et peut-être qui veulent avoir peut-être un modèle de référence pour dire peut-être que je dois faire avocate, mais je sais pas, je vais faire avocate ou avocat, mais je sais pas comment est-ce que après qu'est-ce que je dois faire. En prenant peut-être votre histoire ou en comptant peut-être votre histoire, quelqu'un va peut-être se projeter dans ce sens. Et par rapport à ça, on reviendra aussi sur votre engagement au niveau du Parti libéral, si c'est possible. Ben oui, ben au niveau du parcours, ben d'abord, pour moi, donc, un élu, c'est d'abord et avant tout une personne qui a à cœur sa circonscription, peu importe son bagage professionnel ou son bagage Mhm, académique. Moi, je crois profondément mhm, à une Assemblée nationale qui soit diversifiée. J'étais par ailleurs impliquée en matière de gouvernance inclusive avant de me lancer, donc gouvernance dans les différentes, euh, euh, oui, donc politique, mais surtout décisionnelle ensemble avant de faire ce saut. Donc, une Assemblée nationale, une instance politique, une instance de pouvoir et d'influence qui soit représentative de sa population, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc, à ceux qui nous écoutent, qui ont cette flamme, qui ont ce désir de représenter leurs concitoyens, qui sont impliqués, qui mhm. sont à l'affût des différents défis locaux que vivent leur environnement et qui veulent y apporter des solutions. Moi, je vous dis, go, lancez-vous. Certainement, encore plus à vous, mesdames, mesdemoiselles. C'est extrêmement important que vous puissiez vous lancer. Donc, peu importe dans quelle instance décisionnelle vous pensez pouvoir faire une différence. Donc, cet élément-là, il est non négligeable parce que souvent, les gens posent la question, comme vous venez de le faire, en mentionnant. Mhm. Et oui, je pense que mon parcours m'octroie un certain bagage comme législatrice pour me permettre de faire ce travail, notamment en commission parlementaire. Donc, ça me donne des outils pour mieux porter ces dossiers, mais pour qu'une Assemblée nationale soit véritablement la voix de sa population, qu'elle soit un véritable ancrage de démocratie, c'est important que nos parcours à nous soient riches mais diversifiés. Donc, je ne crois pas et je ne veux pas que
que notre assemblée délibérante n'ait au sein de celle-ci que des avocats ou des avocates. Ce serait contre-productif sur le plan démocratique. Donc ça, c'est la première des choses en termes de parcours ou d'inspiration. Mais maintenant, pour en revenir à moi, ce qui m'a mené de l'un à l'autre, bon, je l'ai effleuré, donc cet engagement-là, cette flamme-là, elle a toujours été présente en moi. Donc, j'ai constamment été impliquée dans les milieux de vie dans lesquels j'ai Oui, toujours cru que euh, c'était possible d'avoir une incidence sur son milieu. À une époque, quand j'avais 17 ans, j'animais une émission en ligne qui s'appelait Co-incidence, donc co-ensemble, incidence, pour dire qu'ensemble, on peut avoir une incidence sur notre société. Et même 15 ans plus tard, j'ai encore ce sentiment-là. Et moi, ce qui m'amène en politique, ben, c'est évidemment, donc on le dit souvent, donc faire la différence, mais c'est le fait d'être persuadé qu'on peut individuellement avoir un impact collectif sur notre environnement. Et moi, j'ai toujours voulu donc façonner dans l'environnement dans lequel j'étais un petit peu plus à mon image, un petit peu plus à notre image, pour que cet environnement-là soit le plus inclusif possible, pour qu'il soit le plus pluriel possible, et à la fin, que le décisionnel ne soit pas pyramidal, donc que le décisionnel ne soit pas qu'une infime partie de ce que la base est, mais qu'elle en soit le miroir. Donc, pour moi, c'est excessivement important. Et le droit, dans ce parcours-là, pour moi, ben, ça a toujours été un moyen. Je me suis toujours dit, le droit mène à tout. À 17 ans, 18 ans, pas nécessairement. Je ne croyais pas, je n'avais aucunement l'ambition de devenir députée parce que je ne croyais pas que c'était quelque chose qui était accessible ni pour moi ni pour les gens qui me ressemblaient à l'époque. Donc, c'était très vaste, même si j'avais toujours ce désir d'impact. Mais je me suis toujours vue évoluer à travers le droit et utiliser cette formation-là pour qu'elle m'outille pour la suite, que ce soit dans le milieu associatif, parce que bon, j'étais déjà impliquée, donc en disant, je précise sur des conseils d'administration, d'OBNL, d'organismes à but non lucratif, que ce soit dans des rôles de gestion, donc dans différents secteurs d'activité. C'est un peu de cette manière-là que je voyais mon évolution à l'époque, ou même dans l'administration publique en tant que telle, en politique publique, en administration du secteur public. Donc, c'était des choses que je voyais dans la mire de possibilités, mais la formation juridique m'a vraiment servi comme outil pour mieux façonner donc mon esprit, ma façon de penser, ma pensée critique, mais certainement très utile dans mon rôle de législatrice aujourd'hui. dites-moi, Madame la députée, comment est-ce que vous arrivez au Parti libéral? Et pourquoi le Parti libéral et pas un autre? Oui, ben d'abord, comment j'y arrive, je l'ai mentionné. Donc, c'est Mme Lynne Beauchamp, qui était députée à l'époque de Bourassa-Sauvé, à l'époque, donc, son attachée politique, qui était Monique Haricourt, souhaitait que certains jeunes puissent représenter la circonscription. Certains jeunes se rendent à ce qu'on appelle donc le congrès jeune de la Commission jeunesse libérale du Québec. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai dit, j'avais toujours été très loin de la population. Et donc, je ne savais pas que ça était accessible. Et en ayant été approchée de cette manière-là, ça a été un peu mon premier saut. Et pourquoi le Parti libéral du Québec? C'est définitivement un engagement qui s'est consolidé par la suite. J'avais naturellement donc une affinité dès le départ, mais en m'engageant au sein de ce parti-là, j'y ai vu une formation politique qui me permettait à moi, comme jeune, de m'exprimer sur différents sujets. Ça a été un peu mon baptême d'expression politique, d'expression publique. Et c'était une formation politique qui, au-delà de ce sentiment démocratique et cette capacité de créer un certain éveil chez différents jeunes de l'ensemble des circonscriptions du Québec, c'est également une formation politique qui est arrimée avec mes valeurs. Les valeurs d'inclusion, les valeurs de voir, de rêver un Québec grand, un Québec qui innove. Et encore aujourd'hui, quand je réfléchis au Parti libéral du Québec, je pense à un parti qui voit grand pour
tous les Québécois. Euh, hum, et c'est la phrase qui, pour moi, permet d'englober notre mission et la raison pour laquelle notre véhicule politique est encore et toujours aujourd'hui pertinent sur la scène québécoise. Quand je parle d'un parti qui rassemble, donc c'est un parti qui croit que tous les citoyens doivent être des citoyens de première classe. Quand je pense à un parti qui voit grand, je pense à un parti qui a en tête la prospérité pour l'ensemble des Québécois. Donc, qui veut créer la richesse pour mieux être en mesure de la redistribuer par la suite, mais qui se dit que pour atteindre cet idéal d'équité, cet idéal de justice, il faut d'abord et avant tout créer cette richesse parce qu'on ne peut pas partager ce que l'on n'a pas. c'est Donc, c'est vrai. un qui a toujours su se moderniser à travers notre histoire et on est le seul parti qui est aussi institutionnel, donc qui existe depuis plus de 150 ans et Hum, toujours été une personne qui aimait faire partie de quelque chose de plus grand que moi, donc de partager une mission avec d'autres. Et le fait de choisir une formation politique qui, depuis plus de 150 ans, a toujours su se renouveler au Québec et qui continue de le faire et qui continuera de le faire, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Ça me permet de voir que notre action n'est pas éphémère, mais que notre action politique, elle s'inscrit dans l'histoire, que notre action politique, en plus d'avoir des conséquences directes et réelles sur la population aujourd'hui, a une portée qui, nous l'espérons, aura une incidence sur différentes générations. Et ça, c'est le poids des décisions que nous prenons aujourd'hui. Et c'est aussi un parti qui croit, on a différentes donc, valeurs qui sont culminées à l'intérieur d'un ouvrage qu'on appelle donc les 9 valeurs libérales, donc de l'ancien chef du parti, M. Claude Ryan. Mais l'un de ces éléments-ci, c'est aussi le fait de croire en la démocratie, de croire aux institutions et le fait de croire en ça me permet de me dire que je fais partie d'une formation politique qui a le sens de l'État. Et à mon sens, c'est excessivement important lorsque l'on fait de la politique, de ne pas la faire pour des fins purement partisanes, mais également de choisir un véhicule qui a le sens de l'État, qui croit que son action politique doit servir la population dans son ensemble et ne se résume pas à quelques tactiques qui font preuve de court-termisme. Et c'est hum. du Québec et c'est pour ça que je suis fière de porter ces questions. Moi, j'allais vous poser la prochaine question, mais vous avez un petit peu déjà élaboré sur l'impact au niveau de la Chambre et au niveau des populations. Donc, peut-être un peu plus, aller un petit peu plus en profondeur dans ce sens-là, par rapport à l'impact que vous représentez, donc le véhicule qui est votre parti, et le fait de la transition entre les institutions et, et le peuple. Vous qui êtes représentant du peuple, comment est-ce que vous distillez cet impact par rapport aux personnes que vous représentez par rapport à votre vie? Comment j'explique cet impact? Oui. Comment est-ce que vous distillez en fait? Comment est-ce que vous faites la transition? Mais d'abord, moi, la manière dont je perçois mon rôle, bon, il est en plusieurs temps. D'accord. Au niveau local, donc la manière dont notre système donc, fonctionne ici au Québec, donc on a un système parlementaire, on fait partie d'une monarchie constitutionnelle et dans mon rôle d'élu, je suis donc le rôle d'élu ici au Québec, donc il porte différents chapeaux. L'un de ces chapeaux est d'être l'intermédiaire entre la population locale, donc entre les citoyens que je représente dans ma circonscription et l'administration publique. Bien souvent, ce rôle-là va se conjuguer, il va se distiller, comme vous l'avez si bien dit, à travers donc le rôle de représentation des dossiers individuels. Donc, les gens qui ont, les citoyens qui ont des questions face aux enjeux qui relèvent de la juridiction québécoise, de la juridiction provinciale, peuvent venir nous voir. Et moi, j'imagine c'est un peu mon bagage de politique publique. J'utilise leurs dossiers, évidemment, donc pour les régler. Donc, on a une équipe formidable ici en bureau de circonscription qui a une expertise pour régler les cas de comté qu'on appelle, mais également comme des données. Donc, si la plupart, comme c'est le cas, par exemple, chez nous, on a beaucoup de concitoyens qui ont des questions de l'immigration
l'immigration, plusieurs qui relèvent des dossiers donc, de Hydro-Québec ou Revenu Québec, ou des dossiers de logement notamment. Donc, prépondérance de certaines questions, le fait qu'on vienne nous voir avec beaucoup d'appréhension sur certains types de dossiers. Mais moi, ça me permet non seulement de faire en sorte que mon personnel les aide sur une base individuelle, mais ça offre un certain poids, une certaine légitimité au fait de porter plus fortement des dossiers de logement ou des dossiers d'immigration au sein de notre formation politique. Évidemment, ce ne sont pas les dossiers pour lesquels je suis porte-parole, ce sont des exemples, mais ça n'en demeure pas moins que soit au sein de notre formation ou même qu'à titre de député local, à titre de député d'une circonscription, j'ai ce pouvoir d'action-là au niveau du fait d'être l'intermédiaire entre le public, donc entre les citoyens et l'administration publique. L'autre rôle du député dans notre système, c'est évidemment d'être un contrepoids à l'exécutif. Donc, on est du secteur législatif, on est quand on parle de la séparation des pouvoirs, donc on représente l'exécutif. Et comme député d'opposition, j'ai beaucoup de plaisir c'est ce qu'on nous apprend quand on arrive en poste à l'Assemblée nationale du Québec. On nous dit, vous êtes contrôleur de l'action gouvernementale. Donc, en ma qualité d'élu d'opposition, ça fait en sorte que, évidemment, lorsque la période de questions arrive, nous pouvons donc être ce contrepoids-là, donc poser plusieurs questions aux ministres en titre, qui sont donc nos vis-à-vis sur certains dossiers, afin d'obtenir une certaine reddition de compte sur les décisions qui sont prises de leur côté. Donc, quand on parle donc du rôle que nous jouons et comment nous sommes en mesure donc de faire en sorte d'être ce lien-là entre les et la population, mais non seulement sur les dossiers d'intermédiaires, donc on peut aller approcher les différentes instances parce que c'est notre travail, mais on a aussi un rôle parlementaire à jouer de contrôleur de l'action gouvernementale qui nous permet de poser ces questions-là. Un exercice de contrôle que la population connaît un peu moins parce que la période de questions, elle est très visible dans l'espace public québécois, c'est la période d'étude des crédits. Donc, après la fin de l'année financière, donc au mois de mars, par la suite, donc au mois d'avril, donc on a l'occasion de questionner pendant plusieurs heures chacun des ministres qui portent donc les dossiers pour lesquels nous sommes porte-parole de l'opposition, afin d'obtenir une reddition de compte encore plus poussée qu'à travers elle est quotidienne, donc le mardi, mercredi, jeudi. Donc, chaque semaine, nous posons des questions aux ministres, mais c'est très rapide. L'exercice d'étude des crédits nous permet de fouiller dans des documents qui sont épais comme ça, afin de bien cerner dans le fin détail toutes les décisions qui ont été prises. Puis évidemment, donc l'autre rôle est celui de législatrice, donc d'être en mesure de travailler sur des projets de loi, de déposer même des projets de loi qui soient dans l'intérêt de notre population. Un des exemples du dernier trimestre donc, a été donc, le projet de loi pour encadrer le travail des enfants ici au Québec. Donc, c'est une demande que j'ai formulée par le passé, que ma formation politique, que le Parti libéral du Québec avait formulée par le passé, voyant donc les chiffres faramineux donc de hausse des accidents de travail, également donc en évaluant le risque de décrochage scolaire, nous nous sommes dit non, il est temps au Québec que nous puissions avoir donc un âge minimal pour travailler parce que on s'entend, il y avait 90 000 enfants de 12 et 13 ans qui travaillaient à temps partiel. Un chiffre énorme avec une hausse d'accidents de travail de l'ordre donc de hausse de 300%, même 400%, donc dépendamment de la manière de voir les chiffres et selon l'échelle de temps. Donc, nous avons voulu y mettre un frein. Et c'est un projet de loi qui par la suite a été déposé par le ministre, mais c'est un exemple du travail des législateurs que l'on fait, même faire à titre d'élu de l'opposition. Donc, nous avons un poids là-dedans, ce qui nous permet donc de travailler, de mettre en place ces différentes balises qui ont un impact et qui ont un impact, par exemple, chez nos jeunes de Bourassa-Sauvé. C'est très important de relever ces points de prérogative parce que beaucoup de gens ne comprennent pas toujours un petit peu ce qui est un élu.
et sur le plan politique et sur le plan législatif. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment poser la question pour permettre à ce que certaines personnes, ou du moins certaines cette jeunesse-là qui est aussi regardante puisse savoir quelles sont les prérogatives de nos élus qui sont à la Chambre parlementaire. Et moi, j'ai envie de vous poser une question un petit peu à titre personnel. J'ai envie de vous savoir, vous êtes un peu comme une superwoman, mais à quel moment vous trouvez le temps pour vous entre la femme politique, entre la femme qui a la responsabilité, les responsabilités, et je dirais même l'épouse. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir trouver le temps, pour pouvoir un petit peu vous déconnecter? Parce que vous êtes très, très, très occupé. Oui, c'est sûr que c'est un travail qui est très engageant. Je pense que les gens connaissent très peu notre rôle d'élu, donc ils nous voient dans notre rôle de représentation, parce que bien sûr, Yeah, la représentation fait également partie de notre travail, donc il faut que nous soyons sur le terrain afin d'avoir le pouls de ce qui se passe dans notre circonscription, des différents organismes qui effectuent un travail. Donc les gens nous voient beaucoup dans ce rôle-là, mais connaissent peu les domaines, les exigences du travail parlementaire, du travail de législateur et même donc du travail qui se fait en circonscription qui est encore plus invisible que le reste. Je suis aussi maman donc d'un enfant d'un garçon de 18 mois, donc c'est sûr que dans la dernière année, ça a été un peu un marathon. Mais je vous dirais, c'est excessivement important qu'au-delà de l'individualisation mhm, des capacités de pouvoir jongler avec le tout, que nos systèmes puissent mettre en place des mesures pour inciter les jeunes et notamment les jeunes femmes à vouloir se lancer en politique. Par exemple, donc je suis aussi coprésidente du Cercle des jeunes parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec. Et au Cercle des jeunes parlementaires, l'un des mandats que nous portons, c'est celui de mettre sur pied une halte garderie à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, mhm. donc c'est un projet donc, qui me précède, que évidemment nous continuons à porter comme jeunes élus et qui devrait être sur pied, donc être implanté à relativement court terme. Et l'objectif de la halte garderie, c'est évidemment d'inciter donc les jeunes parents à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer, à ne pas hésiter à une carrière politique tout simplement parce qu'ils ont une jeune famille. Évidemment, ce sera toujours exigeant, donc ça ne change pas. Et quand je dis que c'est important de pouvoir collectiviser ces défis-là, c'est un peu ce à quoi je pense. Donc, par exemple, nous avons aussi, au cours en fait, en décembre dernier, lors de la négociation de l'entente entre les leaders parlementaires de différentes formations politiques, permis que les élus de l'Assemblée nationale puissent s'absenter en cas de parentalité. Donc, s'il y a des jeunes parents, et comme c'est le cas, par exemple, chez nous, les libéraux, nous avons un couple, donc deux élus, la parent et le député de Jacques Cartier, qui sont mariés, qui ont un bébé de moins d'un an et qui ont donc dû, à l'occasion, s'absenter pour pouvoir prendre soin de leur enfant. Donc, c'est l'un des exemples pour lesquels, par le passé, formellement, il y aurait pu y avoir donc une plainte ou il y aurait pu y avoir donc des conséquences. Donc, je pense qu'il y a une compréhension, une évolution des mœurs qui font en sorte que ça n'a vraisemblablement pas été le cas cette année, mais tout de même, notre corpus n'était pas adapté à une situation comme celle-ci parce que Mhm. n'a jamais été aussi représentative qu'aujourd'hui. Donc, mais les aménagements ne permettaient pas que quelqu'un puisse s'absenter de cette manière-là sans que ça puisse poser un problème éthique, puisque nous recevons une indemnité pour notre rôle parlementaire. Donc, aujourd'hui, donc depuis le mois de décembre, il n'y a pas, le commissaire à l'éthique donc, ne pourrait pas taper sur les doigts donc, de personnes qui s'absentent parce qu'ils ont un nouveau-né à la maison. Donc, ce type d'aménagement-là, à mon sens, c'est vraiment ce qui fait la différence lorsqu'on parle d'outiller les jeunes parents à vouloir faire de la politique, au-delà des histoires de Superman ou de Superwoman. Mais en tous les cas, je maintiens quand même que il faut être accroché pour pouvoir justement faire ce que vous faites et je vous en félicite. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vais vous poser cette question. Quelle est pour vous l'influence de la femme aujourd'hui en tant qu'avocate, en tant que politique, en tant qu'épouse et en tant que citoyenne?
Quelle est votre opinion là-dessus? Ah, l'influence de la L'influence. évidemment, je pense qu'on est à une époque charnière en droit des femmes prennent leur place dans l'espace public. Il y a quelques années, les femmes donc, avaient peur de négocier leur salaire ou ne voulaient pas se lancer dans différents rôles en se disant qu'elles n'avaient pas nécessairement toutes les compétences. Je pense que ce sont des réflexes qui sont en train de changer. Je pense qu'il y a un rapport plus sain quant à l'ambition, ne sont plus gênés du terme, même s'ils ne s'accordent pas aux différents stéréotypes féminins. Et je pense que la femme donc réussit non seulement à s'imposer dans le milieu, en termes de présence, mais arrive à le faire à titre de femme aussi. Je m'explique là-dessus. Évidemment, donc il y a toujours un certain spectre, donc il y a toujours donc des femmes avec donc des très stéréotypés. Et là, je mets beaucoup de guillemets en l'air donc quand je dis ça, parce que je pense que chaque personne est unique et chaque personne arrive avec son lot de caractéristiques. Mais on le voit quand on regarde donc les modèles féminins du passé qui étaient mis de l'avant. C'était beaucoup des modèles qui avaient besoin, dont on sentait le besoin de réprimer une certaine féminité pour pouvoir être dans un rôle de pouvoir et d'influence parce que il y avait énormément de stéréotypes liés à la femme en disant ben, la femme elle est faible, la femme elle pleure, la femme elle n'est pas capable d'assumer ce type de responsabilité. Donc on voyait qu'il y avait beaucoup d'armure chez les femmes d'une certaine génération lorsqu'elles arrivaient dans l'espace public et beaucoup de sacrifices qui étaient mis, qui étaient faits pour pouvoir arriver à ce type de rôle. Ces femmes-là ont pavé la voie. Ces femmes-là ont permis à la génération suivante et à la mienne de pouvoir s'affirmer pleinement et l'espace non seulement avec la même ténacité, mais également avec le sentiment de pouvoir être complètement elle-même et de pouvoir dévoiler toutes les facettes de leur individualité en arrivant dans les lieux décisionnels et en étant en mesure donc par exemple, lorsqu'elles sont jeunes mamans, de mettre de mettre donc certaines balises sans être gênées, sans sentir qu'elles sont un poids pour leurs organisations, mais qu'elles ont donc même le devoir ou qu'elles sont dans leur droit de recevoir donc certains aménagements qui ne nuisent pas du tout à la productivité de leur entreprise ou du lieu dans lequel elles exercent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on y arrive, mais évidemment, chaque avancée est toujours fragile. Je pense que ce qui fait en sorte que nous en sommes ici aujourd'hui, c'est en raison donc des batailles passées des différentes femmes, de celles qui ont eu le courage d'oser alors qu'elles étaient toutes seules, alors qu'aujourd'hui, nous sommes au Québec, nous avons la chance d'évoluer dans un Parlement qui est dans la zone paritaire. Nous, au Parti libéral du Québec, donc nous avons plus de députés femmes que députés d'hommes qui nous représentent aujourd'hui donc à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, c'est cette féminisation de la politique, mais même de d'autres lieux dans le milieu des affaires ou d'autres milieux. On peut penser à la médecine aujourd'hui qui compte beaucoup plus de gradués de finissants que de jeunes hommes donc, qui terminent leur médecine. Donc, ce sont des milieux qui, pendant longtemps, étaient considérés traditionnellement masculins et qui aujourd'hui donc, sont appelés à changer. Donc, le fait que tu sois dans une zone paritaire, non seulement chez nous, mais dans différents espaces décisionnels, donc les conseils d'administration de sociétés d'État, par exemple, ici au Québec, ou les conseils d'administration d'OBNL. Quoique d'OBNL, elles ont toujours été majoritaires parce que c'était pas payé. Mais que dans les milieux qui sont bien rémunérés, dans les milieux qui sont donc décisionnels et d'influence importante, qu'on peut se retrouver un nombre considérable de femmes. Je pense que c'est une avancée dont nous pouvons être fiers et nous devons garder le cap là-dessus. Quel est votre ressenti aujourd'hui concernant, comme vous dites, la différence quand vous arrivez par exemple à la Chambre parlementaire? Combien on va dire, combien de noires femmes sont aujourd'hui à la Chambre parlementaire? Est-ce que vous avez éventuellement fait ce compte-là? Oui, je vous dirais. Donc, je pense que c'est un peu donc facile de faire le compte en termes de personnes issues des communautés noires, donc à l'Assemblée nationale du Québec. Mais plus que ça, je vous dirais donc une autre avancée intéressante, c'est que de plus en plus
je vous disais plus tôt, donc comme moi j'ai commencé à m'impliquer quand j'avais 18 ans, il y avait peu d'élus donc, qui me ressemblaient. Et donc, le rôle semblait très inaccessible. Donc, c'était même pas quelque chose que je voyais dans mon giron parce que ça semblait ça ne semblait pas être quelque chose que je pouvais, une position à laquelle je pouvais accéder dans ma vie. Euh, Aujourd'hui, je pense que depuis les dernières années, encore une fois, donc en raison de tout le travail qui a été réalisé par les gens qui sont sur le terrain pour mettre de l'avant les différentes disparités qui existent, il y a une sensibilisation, une sensibilité beaucoup plus accrue à ces défis, aux défis de représentation et, comme je le disais, donc au besoin que nos assemblées délibérantes soient le plus possible le miroir de la société qu'elles représentent. Donc aujourd'hui, on a une Assemblée nationale du Québec qui n'est pas encore représentative parfaitement en termes de pourcentage face au nombre de Québécois qui sont issus de la diversité au Québec. Mais le changement, il est radical quand je pense que l'Assemblée nationale du Québec était il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Évidemment, le fait que des gens, pas juste de ma génération, mais le fait que des Québécois issus de la diversité atteignent l'âge adulte, donc soit donc nés ici ou donc soit arrivés ici très jeunes, aient eu l'occasion d'atteindre certaines responsabilités préalablement à leur élection. Donc, fait en sorte qu'avec le poids du nombre, selon moi, donc c'était inévitable. Donc, quand je regardais le tout, certains, nous sommes tellement aujourd'hui en 2008, en 2009 que une année que ce soit le cas et je pense que c'est oui ce qu'on voit, mais majoritairement, c'est certain que c'est le fruit du travail de plusieurs. Puis aujourd'hui, je pense, à mon sens, c'est excessivement important. Moi, je représente évidemment l'ensemble de mes concitoyens, l'ensemble des électeurs de Bourassa Sauvé, quelle que soit leur origine. Mais dans tout ça, je ne pense pas que ce rôle-là était compatible avec le fait d'être très donc consciente du fait que je suis aussi donc une femme noire qui est élue, qui suis élue à l'Assemblée et que ce mandat-là, ce chapeau-là, me donne une responsabilité additionnelle face à garde et qui me ressemble. Et quand vous êtes en face de cette jeunesse-là, notamment femmes et aussi particulièrement des hommes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de oser, de pas simplement être attentif, mais pour pouvoir justement dire que demain, il faille encore plus de personnes comme vous et moi pour pouvoir avoir un peu plus de poids dans l'aspect représentatif au niveau de l'espace politique ou législatif. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là? Ce que je leur dis, c'est d'oser. Puis quand je parlais du fait en fait que par le passé, j'étais donc ambassadrice de la gouvernance inclusive pour Concertation Montréal, c'est exactement ça notre travail. Donc les ambassadeurs, nous avions été choisis pour nos différents parcours d'inclusion, d'engagement, mais notre travail, donc ce n'était pas décoratif, notre travail était de recruter d'autres personnes issues de la diversité, qui avaient toutes les compétences pour pouvoir siéger sur des conseils d'administration, mais qui n'y pensaient pas, qui n'y réfléchissaient pas parce qu'ils avaient l'impression que le milieu était trop éloigné de leur réalité, de leur vécu, pour qu'ils puissent y accéder. Donc, notre rôle était de faire exactement, de tendre la main afin que d'autres personnes qui sont sous-représentées dans les milieux décisionnels et d'influence puissent décider d'y prendre leur place parce qu'elles sont compétentes. Donc, c'est une évidence. Donc, je n'ai jamais compris la présumée dichotomie donc entre les deux, entre diversité, inclusion et puis compétence. C'est vraiment des personnes. Donc, notre mandat était d'aller vers donc des personnes tout à fait outillées avec tout le bagage nécessaire et qui seraient en mesure donc de développer leur bagage de compétences afin de pouvoir à leur tour exercer une influence sur leur environnement. Donc c'est quelque chose à laquelle je crois profondément. Puis c'est exactement le message que je veux continuer à lancer aux jeunes qui nous regardent, que nous sommes là pour ouvrir des portes. L'objectif n'est pas de l'ouvrir et de la refermer derrière nous juste après, mais effectivement de pouvoir changer de façon structurelle et de façon durable le paysage politique québécois et le paysage institutionnel québécois. Donc,
c'est ce qui nous amène en politique, c'est le changement et non pas le statu quo. Donc, je pense que ça fait partie d'un des changements qui doivent s'opérer, donc de normaliser cette présence-là sur les différents conseils d'administration, afin qu'à notre tour, on puisse voir chez les Québécois issus de la diversité une certaine forme d'universalité. Donc, que notre présence, oui, donc symbolise le fait que notre Québec d'aujourd'hui est pluriel, que notre Québec aujourd'hui est interculturel, mais que notre rôle n'est pas le rôle des personnes issues des communautés racisées, donc n'est pas que de représenter les différentes communautés, mais de pouvoir avoir un rôle qui est tout aussi universel que n'importe quel autre Québécois. Merci beaucoup pour cette réponse qui était très importante pour pouvoir justement continuer dans notre débat. Quel est votre prochain challenge que vous vous êtes donné en tant que femme d'influence, en tant que femme de politique, en tant que femme de pouvoir? Quel est le challenge que vous vous êtes donné pour peut-être la saison prochaine ou après peut-être ce mandat? Est-ce que vous rempilez pour pouvoir continuer si c'est nécessaire? Quel est votre prochain challenge en tant que femme d'influence, femme de pouvoir, pour pouvoir justement atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés? C'est une belle question. Je vous dirais que ces défis-là sont en différents temps. Donc, d'abord au niveau local, donc pour la circonscription de Bourassa-Sauvé, on le dit souvent, donc pour les gens qui nous écoutent du Québec, on le sait, donc Montréal-Nord parfois, donc un certain pourtant, nous, à Montréal, organismes incroyables qui font un travail extraordinaire. Nous avons des gens qui ont un esprit de famille excessivement intéressant et ce sentiment d'appartenance-là, c'est notre force. Donc, de pouvoir travailler, de continuer d'être une espèce d'ambassadrice pour Bourassa Sauvé, pour Montréal-Nord, afin que notre réputation soit juste, tout simplement, donc puisse refléter adéquatement qui nous sommes et ce que nous représentons. Ça fait définitivement partie d'un des aspects du travail. Maintenant, en termes d'enjeux précis chez nous, ce qui existe comme priorité, bien d'abord, c'est la jeunesse. Je l'ai dit, je suis pas notamment pour la jeunesse. Donc, ça vaut pour la jeunesse québécoise, la jeunesse nord-montréalaise. Puis, chez nous, à Montréal-Nord, donc, on a un taux de jeunes qui est plus élevé qu'ailleurs à Montréal. On sait au Québec, il y a un vieillissement de la population, mais à l'inverse de cette tendance-là, chez nous, c'est très jeune. Ça fait en sorte qu'il faut que en fait, que nos ressources puissent être dédiées à faire valoir cette jeunesse-là. Donc, moi, dès que j'ai eu l'occasion de faire des représentations, oui, dans des événements donc, qui concernent la jeunesse, c'est une priorité pour moi, mais étant consciente du poids démographique des jeunes chez nous, je sais ce que ça signifie, ce que ça représente en termes de structure, d'infrastructure, ce que ça devrait donc ce que ça devrait donc inciter comme réflexion en termes de besoins aussi. Donc, c'est certainement donc l'un des éléments qui vont continuer là, de faire partie de mes priorités pour la suite. Il y en a plein, je pourrais toutes les énumérer. Vraiment ça. Parlementaire, évidemment, donc il y a plusieurs dossiers intéressants qui m'attendent cet automne en matière d'emploi et de travail, donc et de langue française, donc d'autres dossiers excessivement stimulants. Et je pense qu'en matière, donc par exemple de langue française, moi j'ai envie que notre formation politique, que le Parti libéral du Québec puisse inscrire dans le prochain mandat sa vision en matière de défense de la langue française. On le sait, au Québec, la langue est un enjeu qui est sensible, mais à mon sens, la langue doit être un enjeu qui rassemble. Nous sommes au Québec avec les autres communautés francophones en Amérique du Nord et notamment dans le reste du Canada, des locuteurs donc d'une langue minoritaire sur le continent. Nous sommes confrontés constamment au défi de la défense du français. Mais ce défi-là, il doit se faire avec et non pas contre
et non pas contre ceux qui n'ont pas le français comme maternelle ou comme langue d'usage régulièrement, mais plutôt, donc le dossier de la langue doit être, à mon sens, et c'est fondamental pour même la survie du dossier, pour qu'il puisse véritablement éclore, se faire en tendant la main, se faire en indiquant donc à ceux qui décident d'intégrer le Québec, à ceux qui décident de devenir des Québécois, qu'ils font véritablement partie de la grande famille du Québec. Et je pense que si nous parvenons, nous comme libéraux, à pouvoir inscrire ce message-là, nous dire que oui, pour nous, c'est important la défense du français, mais voici comment nous le faisons. Nous n'allons jamais indiquer à quelqu'un parce que le français n'est pas sa langue maternelle, qu'il n'est pas québécois, nous n'allons jamais dire que s'il y a quelqu'un, en fait, que nous n'allons jamais dire à qui que ce soit que si le français n'est pas sa langue maternelle, qu'il est une menace à la défense du français. C'est moi, dans Bourassa Sauvé, j'ai des gens dans le français et oui, la langue maternelle, mais d'autres dont c'est la seconde langue, la troisième langue et parfois même la quatrième langue. Pourtant, la langue commune chez nous, à Montréal-Nord, dans Bourassa Sauvé, c'est le français. Donc, je sais exactement ce que ça représente de faire valoir le vivre ensemble lorsqu'il est question de la protection de la langue. C'est tout à fait possible de faire. Et moi, c'est quelque chose que je porte avec fierté. Donc, définitivement, l'une des priorités. Et au niveau partisan, bien évidemment, je suis coprésidente du comité de la relance avec l'ancien sénateur André Pratt. Nous avons donc, nous remettrons notre rapport publiquement donc cet automne. Donc c'est aussi un énorme défi qui est devant moi, qui est devant nous à plus court terme. Ouais, mais je pense que vous y arriverez parce que je pense que c'est nécessaire de pouvoir justement vivre mieux ensemble. Donc, je pense que vous y arrivez. Et ma prochaine question, c'est que diriez-vous à une jeune, une avocate, une vendeuse, une jeune entrepreneuse? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme exemple de modèle que vous êtes? Peut-être qu'elle vous regarde, peut-être qu'elle trouve en vous un certain leadership. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme modèle en tant que femme d'influence et femme de pouvoir? Oh, de quel autre modèle? En fait, ce que moi je leur dirais, c'est d'être leur propre modèle. Les jeunes femmes donc, qui sont entrepreneurs, qui sont étudiantes, qui sont ingénieurs, qui sont avocates, qui sont esthéticiennes, qui sont pompières, qui sont mamans à la maison, d'être leur propre modèle. Il n'y a pas qui que ce soit. Évidemment, on peut être inspiré par autrui, mais elles sont les seules à marcher dans leur propre parcours. Elles sont les seules à connaître leur chemin. Elles sont les seules à savoir ce par quoi elles sont passées pour être où elles sont aujourd'hui. Et elles n'ont pas besoin de regarder ailleurs pour être inspirées. Elles peuvent être leur propre inspiration. Être femme, ça vient avec son lot de défis. Si elles sont où elles sont, c'est parce que chaque fois qu'un défi s'est posé devant elles, elles ont réussi à relever ce défi-là. Donc, je dis à ces femmes, à ces jeunes femmes qui nous écoutent, de ne pas avoir peur de foncer, de se faire confiance. Malheureusement, parfois, je pense que c'est l'un des défis que l'on porte, donc un déficit de confiance, mais de ne pas regarder autrui, de ne pas regarder la société dans laquelle on évolue, mais véritablement de voir à quel point elles peuvent être fières de qui elles sont, de ce qu'elles représentent, et elles ont tout en elles pour atteindre l'inaccessible étoile. Wow. Merci beaucoup pour cette réponse. Moi, j'avais une question un petit peu pour la femme politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que nous pourrions faire confiance aujourd'hui, je dirais même très sincèrement, aux politiques ou aux garants de nos institutions? C'est une grosse question. C'est une question qui est importante et je pense que nous, comme élus, nous comme politiciens, c'est notre rôle, c'est notre devoir d'être garant de nos institutions, c'est notre devoir d'inspirer la confiance et de ramener le citoyen proche des institutions. J'ai mentionné les institutions souvent dans la dernière heure. J'y crois énormément
je pense que l'institutionnel, c'est un peu le ciment de notre société. Donc, il faut que la population y ait confiance. Mais je ne pense pas que notre travail à nous, c'est de tout simplement demander à la population cette confiance aveuglément. C'est une confiance qui doit se mériter, comme toute autre confiance, et qui se mérite au quotidien. C'est exigeant. Oui, c'est exigeant. Mais ce n'est pas parce que c'est exigeant qu'il faut délaisser cette responsabilité, décharger cette responsabilité de nos épaules et de la laisser à autrui et de culpabiliser la population qui se sent désabusée ou cynique face aux politiques. Il y a évidemment, et là, donc, il y a toute une conversation un peu plus philosophique sur les courants que l'on voit aujourd'hui qui me font peur, donc soit donc les courants un peu plus populistes que l'on peut voir, on pense à Donald Trump aux États-Unis, mais même à certains courants donc en France avec Mme Le Pen, donc même au Canada, surtout au Canada anglais, mais oui au Québec aussi. Donc on voit de plus en plus une tendance à l'esprit de conspiration ou à un déficit de confiance tellement grand qu'il y a une brisure complète entre l'État, le politique, le décisionnel et certains individus. Et je pense que malgré tout, malgré le fait que ce soit un phénomène qui me je avais dit qu'avec presque je suis pas indifférente là, donc ça me préoccupe beaucoup. Je pense encore que c'est une question pour laquelle donc les garants de nos institutions doivent c'est un rôle que les garants de nos institutions doivent jouer. Je pense à nos institutions médiatiques dans ce cadre-ci. Donc, à l'ère des fausses nouvelles, les médias actuels donc se doivent de faire preuve d'encore plus de rigueur. Ils l'ont toujours été, mais ça doit être une question encore plus importante aujourd'hui. Peut-être aussi d'intégrité. Voilà, voilà. Et nous, comme élus, donc au niveau politique, donc on a un devoir de transparence, on a un devoir d'intégrité, on a un devoir de rapprocher l'élu du citoyen aussi pour que lui-même puisse se sentir partie prenante des institutions, qu'il se voit dans les institutions. Je parlais plutôt donc d'être le miroir, que notre devoir c'est d'être le miroir de la société, qui n'y voit pas tout simplement donc une élite déconnectée ou une élite qui ne lui ressemble pas, mais une nationale en laquelle qui lui est accessible. Cette accessibilité-là, à mon sens, ça fait partie des solutions pour que le citoyen se sente qu'il fait partie du corpus institutionnel, qui fait partie de la nation et qu'il n'a pas besoin d'aller chercher une certaine forme de légitimité ou une certaine forme d'assurance ailleurs. Soit dans des moments un peu plus obscurs là, qui sont complètement déconnectés du social. Donc, ces mouvements donc, préoccupants, donc, je pense que le politique, l'institutionnel, certainement, donc, on a une part de responsabilité à jouer dans ce qui s'est produit au cours des dernières années. Évidemment, les médias sociaux en font partie parce qu'avec la multiplicité des réseaux d'information, ben, ça crée certaines bulles. Les on fait en sorte que certaines personnes n'avaient plus besoin d'être en contact avec l'opinion adverse et donc se sont radicalisées. Donc, ces phénomènes-là, donc, ce sont des vagues communicants. Au-delà de ça, parce qu'on ne reviendra pas en arrière au niveau technologique, on a un rôle à jouer pour que nos institutions donc, aillent dans la direction du citoyen pour qu'il puisse avoir confiance. C'est véritablement notre devoir. Merci, parce que c'était ma question majeure. Je voulais justement vous la poser en tant que femme engagée, en tant que femme politique, en tant que femme d'influence, en tant que femme de couleur et de différence. Je voulais absolument vous entendre sur cette question. Et moi, nous sommes presque à la fin nous sommes à la fin de notre entretien parce que je sais que votre emploi du temps est très chargé. Je venais vous poser cette question à travers cette rencontre que nous venons d'avoir. S'il y avait une note à donner sur cet entretien, vous la donneriez? C'est quoi votre note alors? Une note sur 10 à cet entretien? Sur 10, sur 100, j'en sais rien, c'est comme vous voulez. Mais s'il y avait une note à donner, qu'est-ce que vous donneriez comme note par rapport à cette rencontre? C'est, oh là là, donc, elle
a été une rencontre excessivement charmante. J'ai aimé les questions que vous m'avez posées. Là. Je pense qu'on a eu l'occasion, oui, de parler du parcours, mais d'aller un peu plus en profondeur sur les phénomènes politiques qui sont très présents dans l'actualité en ce moment. Donc, j'irai avec A pour amour. Merci beaucoup. Je vous donne alors à ce moment-là le mot de la fin pour les femmes qui vous regarderont, pour ceux-là qui vous regarderont peut-être après ce direct. Qu'est-ce que vous leur diriez en tant que femme d'influence, en tant que femme politique et en tant qu'épouse et en tant que citoyenne? Alors, à toutes les femmes qui sont à l'écoute de la voix, je vous dis de croire en vous. Je vous dis de ne pas avoir peur de foncer. Je vous dis d'embrasser chacun de vos rôles avec affection, mais également avec bienveillance envers vous-même. La vie n'est pas parfaite. La vie est pleine de rebondissements. Je voudrais toujours exceller parce que je sais que vous croyez en l'excellence, mais c'est un trait féminin. Mais soyez indulgente envers vous-même, même quand il vous arrive d'avoir la difficulté à conjuguer ces différents rôles. Je sais que vous voulez toutes être des super femmes, des super épouses, des super mamans, des super employés, des super chefs d'entreprise, des super femmes d'influence. Mais faites-vous confiance dans votre rôle décisionnel. Voyez votre parcours avec sérénité, avancez avec confiance en l'avenir et en vous-même. Et je sais qu'avec tous ces éléments-là, que vous serez en mesure de véritablement changer le monde parce que c'est ce que nous faisons, nous, mesdames. Madame la députée, permettez-moi de vous dire merci d'avoir pris le temps de nous d'avoir pris le temps pour nous parler. Je sais que votre emploi du temps est très très chargé et je tenais encore à saluer votre équipe, votre leadership et naturellement votre accessibilité pour pouvoir justement permettre de toucher du doigt ce que vous faites. Je suis encore honoré et toute mon équipe vous salue pour tous les challenges que vous allez encore que vous avez encore sur le bras à résoudre. Mais sachez que ce n'est pas pour nous la première ni la dernière, mais c'est encore un grand merci de nous avoir accordé cet interview. Ah, ben, Merci beaucoup. un grand plaisir. Salutations à toute votre équipe aussi. Merci. Merci, merci beaucoup. Pour ceux qui nous regardent, j'ai envie de vous dire à la prochaine et profitez de ces temps-ci et de ces vacances. À bientôt sur le prochain numéro. Bye. Au revoir. Au revoir. Merci encore.